RDC et Rwanda. Accord historique ou capitulation? L'analyse de Mbeko. Pour résumer, pour ceux qui ne comprennent pas, cet accord, on peut le résumer comme suit. Le Congo a créé des conditions défavorables à la sécurité du Rwanda, poussant ce dernier pays à adopter ce qu'ils appellent des mesures défensives contre la RDC. Autrement dit, ce n'est pas le Rwanda le problème, mais le Congo, la RDC le problème. Et c'est ce qu'il est important de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez dans ce rapport, on conditionne la levée de ce qu'on appelle le dispositif défensif du Rwanda à la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, donc la neutralisation des rebelles Hutus qui squattent l'est de la RDC et qui ne représentent pas véritablement un problème pour la sécurité du Rwanda. Les FDLR, c'est ça? Les FDLR, justement. Elles ne représentent pas, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ne représentent pas une menace pour la sécurité du Rwanda. Or, dans le rapport, on fait de la neutralisation de ces forces pratiquement, quasiment inexistantes, un élément essentiel de la désescalade pour le retour de la paix entre la RDC et le Rwanda. Et aussi, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet accord-là, quand vous lisez entre les lignes, ce n'est pas un accord véritablement de paix. C'est un accord, en fait, politique qui va paver la voie à la signature d'un accord économique. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et donc, cet accord n'a pas été conclu dans l'optique de ramener véritablement la paix. Non, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre aux États-Unis de conclure cette fois-ci un accord économique et avec la RDC et avec le Rwanda pour le contrôle, l'exploitation des ressources naturelles congolaises qui ont pendant longtemps été pillées ou exploitées par le Rwanda. Donc on va en fait légitimer et officialiser la prédation de ressources naturelles congolaises par le Rwanda, cette fois avec l'assentiment des autorités congolaises, avec la bénédiction des États-Unis, dont les compagnies vont profiter de cette exploitation. Pour revenir au M23, donc il n'est pas dans les accords. On va dire du côté du Congo, j'imagine qu'il était hors de question de le mettre dans l'accord, sachant que ça va lui donner une légitimité, alors que le Congo le considère comme un groupe terroriste. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que finalement, il n'y a pas de cessez-le-feu entre les M23 suite à cet accord, puisqu'il ne fait pas partie ni de cet accord, ni on n'a pas abordé la question du M23, il me semble, vous me direz peut-être le contraire dans cet accord. Oui, mais c'est justement ce que voulait le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité de comprendre les stratégies ou la stratégie des uns et des autres. Le Congo est dans une position défensive. C'est le Congo qui est dans une position défensive parce qu'il y a une agression rwandaise maquillée par le M23. Le M23 est un paravent utilisé par le Rwanda pour agresser le Congo. C'est ce que nie le Rwanda, mais l'ONU dit que... L'ONU le dit. Bien sûr. Maintenant, dans l'accord, on nous explique que c'est le Congo qui soutient des FDLR qui représenterait une menace pour la sécurité du Rwanda. Et le M23 est présenté comme un groupe congolais. C'est-à-dire que le Rwanda, en fait, se lave les mains dans cette histoire du M23, dans l'accord, tout en instrumentalisant le M23 dans à un autre niveau, puisqu'il y a actuellement, au moment où on se parle, des discussions entre le gouvernement congolais et le M23. Et oui, et quand vous lisez dans l'accord, on parle aussi du M23, mais dans le cadre de cet accord, des discussions qui se déroulent actuellement à Doha. Et ça fait partie de cette stratégie rwandaise qui a toujours eu à déstabiliser le Congo. Depuis la fin officielle de la Deuxième Guerre du Congo, le M23 déstabilise le Congo le Rwanda déstabilise le Congo en utilisant des groupes armés qu'il crée, des groupes armés de circonstances qu'il crée. Et à l'instar du RCD Goma entre 98 et 2002, puis du CNDP en 2008, du M23 première version en 2012, et puis du M23 deuxième version depuis la fin 2021-2022 à ce jour. Et donc le Rwanda joue à deux niveaux. L'accord qui est signé à Washington vise à régler le problème relatif à la question, non pas de la déstabilisation du Congo, mais bien de l'instabilité instaurée dans le pays. Là, je parle du narratif rwandais, à cause du soutien apporté au FDLR. Et si vous lisez ce rapport-là, le mot FDLR est cité près de 43 fois. M23, je crois, près de 3 fois seulement, quand vous lisez tout le rapport. Ça vous donne une idée de l'importance qu'on accorde au narratif du Rwanda, au détriment en fait, des demandes congolaises
qui consiste à dire il faut demander au Rwanda de cesser de déstabiliser le Congo. Alors, dans cette optique-là, le Rwanda réussit un pari important parce que, d'une part, il se lave les mains de dire, en fait, il se présente comme celui qui est déstabilisé ou qui est en insécurité par rapport au Congo, alors que c'est le Congo qui est déstabilisé. Et d'autre part, il emmène le gouvernement congolais à négocier avec ses supplétifs, de sorte que si l'accord est conclu et que les choses ne se passent pas selon les désiderata du Rwanda, il peut toujours activer le M23 en disant qu'il n'est pas associé au M23. Et à partir du moment où le Congo accepte cette lecture des événements, il se piège lui-même. Et donc, il se piège parce qu'aujourd'hui, le Congo se retrouve à négocier avec le M23, qui est présenté comme un groupe strictement congolais. Ok. C'est-à-dire que la déstabilisation du Congo par le Rwanda a cessé d'être une affaire opposant deux États pour devenir une affaire congolo-congolaise, comme l'ont souvent présenté les autorités rwandaises, à cause justement de certaines prises de position du président congolais Félix Tshisekedi. Puisque lorsque les chefs d'État de la région lui ont demandé lors d'une réunion des chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est, on lui a demandé est-ce que les gens du M23 sont des Congolais ou des Rwandais, il a dit que c'était des Congolais. À partir de ce moment-là, Kagame s'est lavé les mains. Il peut instrumentaliser le M23, déstabiliser le Congo en utilisant le M23, tout en se lavant les mains, en disant que je ne suis pas impliqué dans cette histoire-là, c'est une affaire congolo-congolaise. Et donc c'est comme ça que le piège, en fait, de cet accord-là s'est refermé sur le Congo. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'accord de capitulation. Mais il faut comprendre, comme je l'ai dit encore une fois, les subtilités de la stratégie rwandaise vis-à-vis de la RDC. C'est une stratégie qui a des implications multiples et Kagame agit sur plusieurs tableaux en même temps. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui a été signé aux États-Unis et tout en s'attendant en même temps aux résultats des discussions qui se tiennent à Doha entre le Congo et le M23. Bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous décortiquons une vidéo publiée par la chaîne Aloha News intitulée RDC et Rwanda, un accord de paix ou une illusion. Au cœur de cet entretien, l'analyste Patrick Mbeko avance une thèse tranchante. L'accord du 27 juin n'est pas une percée diplomatique, mais un texte de renoncement qui avalise le narratif rwandais au détriment des intérêts congolais. Sa lecture est sévère, comme un remède amer, difficile à avaler, mais salutaire pour qui veut guérir de l'illusion. Cette critique approfondie, ancrée dans 30 ans de guerre par procuration, d'ambiguïté diplomatique et d'enjeux miniers globaux, interroge non seulement l'accord lui-même, mais aussi la méthode, les motivations et les conséquences possibles pour la souveraineté, la justice et la paix durable en République démocratique du Congo. Installez-vous, nous allons au fond des mots, derrière les formules, jusqu'aux lignes invisibles où se jouent les rapports de force. Chers auditeurs d'Africa Flash, soyez les bienvenus. Nous allons ensemble revisiter, analyser, contredire parfois et surtout approfondir la discussion lancée sur Aloha News autour de la question brûlante. RDC, Rwanda, un accord de paix ou une illusion? Dans cette vidéo, Patrick Mbeko déroule une argumentation dense, exigeante et, disons-le sans détour, brutale pour les sensibilités qui voudraient s'y voir dans l'accord du 27 juin une promesse de stabilité. Sa thèse: nous ne sommes pas devant une architecture de paix, mais face à un édifice politique construit pour paver, à terme, un couloir économique où transiteront les matières premières congolaises sous supervision et bénéfice d'intérêts étrangers, pendant que le Rwanda obtient un blanchiment narratif de son rôle dans l'est du Congo. C'est un propos qui heurte, mais qui invite à sortir du confort de l'annonce pour affronter la logique des implications. Commencer par la forme pour atteindre le fond, c'est souvent la meilleure voie. Sur le papier, l'accord promet désescalade, coopération régionale, intégration économique et engagement contre les groupes armés. Il est difficile, à la première lecture, de s'opposer à des formulations qui respirent la rationalité et la bonne volonté. Pourtant, Mbeko
nous demande d'écouter l'accord non seulement à la lettre, mais à l'esprit. Et à l'esprit, dit-il, le texte marche sur deux jambes inégales. La jambe rwandaise est ferme et visible, la jambe congolaise est faible et presque absente. Ce déséquilibre s'exprimerait dans la centralité accordée à la menace supposée des FDLR, citée à de multiples reprises, quand le M23, dont de nombreux rapports et observateurs lient l'action, directement ou indirectement, à Kigali, est réduit à une présence marginale, presque cosmétique. Cette disproportion n'est pas un détail rhétorique. Elle fabrique un récit où le Rwanda apparaît comme acteur défensif, où la RDC est presque repositionnée comme source du problème, et où la question clé, l'agression et la déstabilisation transfrontalière, disparaît sous la nappe. La métaphore du remède amer s'impose ici. Pour les partisans du président Félix Tshisekedi, pour qui l'accord a été présenté comme un tournant, avaler l'idée que le texte représenterait une concession stratégique majeure revient à admettre que la recherche d'une victoire politique immédiate aurait sacrifié des leviers essentiels pour une paix durable. Or, cette amertume, si on la dépasse, peut être curative. Elle oblige à poser les vraies questions, celles qui dérangent, celles qui obligent à reprendre la main sur la méthode diplomatique. Que vaut un cessez-le-feu implicite si l'architecture intellectuelle qui le soutient entérine le faux diagnostic? Que vaut la paix par l'économie si l'économie s'organise sur la perpétuation d'une asymétrie structurelle où le Congo demeure guichet automatique de minerais et le voisin plateforme de capture de la valeur? Mbeko replace l'accord dans un continuum historique. Ce n'est pas le premier papier de paix. 2002 à 2003 avait déjà mis fin, formellement, à une guerre d'ampleur continentale. Pourtant, l'Est du pays n'a jamais cessé d'être une plaie ouverte. La leçon implicite de ce rappel est cinglante. Les signatures ne guérissent pas une blessure si l'instrument qui la sert n'est ni nommé ni neutralisé. Depuis la fin officielle de la Deuxième Guerre du Congo, Kigali a gardé, selon l'analyste, une capacité de nuisance via des groupes armés de circonstances, changeant de sigle mais conservant la fonction. Déstabiliser, peser sur la gouvernance locale, maintenir des routes d'extraction et de transit minier, déplacer les lignes démographiques et surtout empêcher la consolidation souveraine de la RDC sur ses provinces orientales. Dès lors, quoi de plus efficace, dit-il, que d'enfermer le problème dans une affaire congolo-congolaise? Si Kinshasa dit que le M23 est un mouvement congolais et accepte de négocier avec lui à Doha, Kigali peut, dans la même phrase, se prétendre extérieur à la crise tout en gardant la main sur l'interrupteur. Le cœur de la critique tient à la structure politique du texte. En mettant l'accent sur les FDLR, l'accord crée une conditionnalité où le désengagement rwandais dépend de la neutralisation d'un acteur que l'analyste juge au regard des forces en présence, marginales en termes de menaces stratégiques réelles. Cette architecture n'est pas innocente. Si la pierre d'achoppement pour la paix devient un ennemi commode, mais secondaire, alors l'ennemi principal, la projection de puissance rwandaise via des supplétifs, se retrouve en coulisses, là où se prennent les décisions non écrites. Ainsi se comprend la thèse du narratif rwandais adopté par le texte. Le verbe « adopter » est crucial. Il ne s'agit pas d'un simple écho, mais d'un alignement implicite. Cette adoption, poursuivie jusqu'au cadrage économique annoncé, dessine une trajectoire où les grands groupes nord-américains, facilités par Washington, trouveraient un terrain réglementaire stabilisé, pendant que Kigali consoliderait son rôle de charnière dans la chaîne de valeur, raffinement et exportation compris. Dans cette géométrie, la RDC fournirait l'essentiel
sans capter la plus-value stratifiée en aval. Faut-il voir dans ce schéma un cynisme ordinaire de la géopolitique ou la preuve d'une incapacité congolaise à imposer ses lignes rouges? L'émission Aloha News ouvre ce débat et Mbeko, sans ménagement, penche pour la seconde hypothèse. D'après lui, Kinshasa a privilégié la survie politique immédiate du régime, cherchant, au lendemain de revers militaires graves, une respiration diplomatique capable de ralentir la poussée du M23 autour des nœuds vitaux du Nord Kivu. La demande initiale de la RDC aux États-Unis, sécuriser un soutien en échange d'une ouverture aux investissements dans les minerais critiques, se serait retournée en dispositif triangulaire où le demandeur arrive à la table et découvre l'adversaire installé en interlocuteur légitime. Cette incongruité initiale, loin d'être corrigée, aurait été entérinée jusqu'au 27 juin, d'où l'usage du mot « capitulation ». Il est fort, presque outrancier, mais c'est précisément cette force lexicale qui constitue le remède amer. Elle force l'esprit à résister, à vérifier, à objecter, puis à revenir au paragraphe, à scruter les absences, à compter les occurrences, à peser les silences. Un autre reproche majeur vise l'effacement de la justice dans le texte. Mbeko rappelle le discours du 30 juin où Félix Tshisekedi promettait de porter les crimes de l'Est devant des mécanismes crédibles, évoquant les réparations et la centralité de la mémoire des victimes. Or, dans l'accord de Washington, cette dimension disparaît. Rien sur les réparations, rien sur les mécanismes judiciaires ad hoc, rien sur la reconnaissance des victimes congolaises. Un vide qui n'est pas simplement moral, c'est un vide stratégique, car la justice est un instrument de négociation autant qu'un horizon éthique. Elle cadre la discussion, fige certaines vérités, interdit certains récits. L'absence de justice dans l'architecture diplomatique laisse la scène libre à la relecture des faits, et c'est là que les rapports de force narratifs deviennent des armes. Dans cette perspective, le blanchiment de responsabilités alléguées devient possible, et la paix par l'économie peut se déployer sur une terre institutionnelle sans bornes. Mbeko insiste, l'activation du rapport mapping, la saisine du Conseil de sécurité, l'exploration d'une juridiction compétente pour les crimes commis en RDC, autant de chemins qu'un État déterminé pourrait prendre pour graver la mémoire et dissuader la répétition. Que ces voix soient restées dormantes nourrit sa conclusion. Au sommet de l'État, la priorité n'est pas la justice, mais la gestion de la conjoncture politique. À ce stade, certains auditeurs voudront opposer un argument pragmatique. La paix par l'économie a parfois fonctionné ailleurs. L'intégration régionale crée des dépendances mutuelles qui dévalorisent la guerre. Pourquoi pas ici? La réponse de Mbeko est double. D'abord, parce que l'économie évoquée n'est pas une intégration symétrique. Le Congo n'entre pas dans une union de valeurs, mais dans une architecture de captation où il est davantage la mine que la manufacture, davantage l'extraction que la transformation. Ensuite, parce que la blessure congolaise n'est pas superficielle. Plus de 2 décennies de violence, de déplacement, de spoliation, de fausses communes. Les communautés n'acceptent pas qu'on substitue une balance commerciale à un droit à la justice. S'il n'y a pas de sanctuarisation des vies, l'économie devient non pas un ciment, mais un vernis qui craque au premier choc. L'histoire récente de la région prouve que les routes commerciales prospèrent mal sur des cimetières sans sépulture reconnue. Le volet international de l'analyse mérite un détour. L'accord s'inscrit, dit l'analyste, dans une recomposition globale où Washington cherche à sécuriser l'accès aux minerais critiques et à disputer à Pékin des positions acquises dans la chaîne des batteries, du cuivre et du cobalt.
Voir dans l'accord un outil de cette stratégie n'est pas du conspirationnisme. C'est admettre que toute puissance maximise ses intérêts. Le problème pour Mbeko n'est pas que les États-Unis poursuivent une stratégie. C'est que la RDC n'oppose pas une stratégie propre, claire et tenable. Là où un État souverain négocie des contreparties, la RDC aurait, selon lui, offert le terrain et confié l'arbitrage à une puissance qui, précisément, ne souhaite pas trancher la question de l'agression, afin de ne pas se couper d'un partenaire régional jugé efficace et prévisible. Cette logique expliquerait la confiance relative accordée à Kigali, comparativement à Kinshasa, en raison de la perception internationale. État performant contre État corrompu. Ce prisme, s'il choque, doit être pensé, car il pèse dans toutes les chancelleries. La vidéo Aloha News aborde aussi la question de la Chine, et Mbeko rappelle que Pékin n'a pas encore réagi de manière frontale. Faut-il y voir une patience stratégique, une observation prudente, une volonté d'éviter une confrontation ouverte sur ce terrain précis? Probablement un mélange des trois. L'important est ailleurs. Si Washington veut sécuriser la transition énergétique, il cherchera des cadres juridiques stables, des corridors sécurisés, des partenaires régionaux capables de tenir leurs promesses logistiques. Dans ce tableau, le Rwanda, petit par la taille, mais grand par sa capacité d'exécution administrative, peut servir d'interface, de hub, de laboratoire. Et la RDC, vaste et riche, reste le réservoir. Le risque, du point de vue congolais, est de signer un cadre où l'on institutionnalise la dépendance et où l'on exporte non seulement le minerai, mais aussi l'opportunité de bâtir des chaînes de valeur domestiques. Dans la discussion, un détour par la diplomatie congolaise vers Israël et les réseaux évangéliques américains apparaît. On ne s'attardera pas sur les options morales ici. On regardera la cohérence stratégique. La diplomatie, pour être crédible, doit être lisible. Or, Mbeko juge la parole congolaise erratique. Déclaration non suivie des faits, embardée symbolique, alignement fluctuant. Cette volatilité coûte cher. Elle fait perdre des alliés, ferme des portes, affaiblit la capacité de négociation. Dans un monde polarisé mais multipolaire, un pays comme la RDC peut jouer ses cartes. Chine, États-Unis, Inde, Golfe, Union européenne, si et seulement si sa parole est tenue et ses institutions fiables. Sans cela, toute négociation finit en cadeau offert pour obtenir un soulagement immédiat, et l'accord du 27 juin ressemblerait précisément à ce type de soulagement de courte haleine. Revenons au terrain. Les réalités de l'Est ne se modifient pas par communiqué. Des pourparlers à Doha avec le M23 se poursuivent, ou se poursuivaient au moment évoqué, pendant que d'autres groupes armés recomposent les alliances. Dans ce jeu mouvant, l'ambiguïté du lien M23, Rwanda est l'arme maîtresse de Kigali. L'activation, désactivation du mouvement au gré des opportunités, la capacité à souffler le chaud et le froid, à se présenter pacificateur dans un cadre et non parti dans l'autre, voilà ce que l'analyste nomme l'art rwandais de la dénégation plausible. Un accord qui ne verrouille pas cette dénégation, qui ne construit pas des mécanismes de vérification rigoureux et des conséquences explicites, est, selon lui, un parapluie troué. Il protège sur la photo, mais pas sous l'averse. On objectera que l'accord est un début, un cadre, une ouverture, et qu'il appartient aux parties de le remplir de substance via des annexes, des comités, des chronogrammes. C'est vrai. Mais Mbeko répondrait « On ne bâtit pas une maison magnifique sur un sol mouvant sans d'abord poser des pieux profonds. Les pieux profonds ici, ce sont la reconnaissance claire de l'agression, la désignation
du M23 comme proxy au moins présumé de Kigali tant que la preuve contraire n'est pas établie par un mécanisme neutre, la centralité des victimes dans tout dispositif de paix et l'arrimage de tout agenda économique à des obligations de transformation locale, d'industrialisation et de transparence. Sans ces pieux, les murs se fissurent dès le premier tremblement. La question de la responsabilité congolaise traverse l'entretien. Elle est inconfortable, mais impossible à éluder. Oui, il y a l'ingérence, l'exploitation, les convoitises. Oui, le Rwanda a, selon de nombreuses sources et témoignages, joué un rôle déterminant dans la chronicité de l'instabilité. Mais réduire la tragédie à l'ennemi extérieur, c'est faire l'économie d'une introspection qui seule permet de redresser un État. Mbeko va loin. Il accuse une élite d'aimer davantage ses rentes que son pays, de préférer des arrangements personnels à une stratégie nationale, de capituler dans les salons après avoir tonné sur les estrades. C'est dur à entendre, mais la dureté est ici, encore, présentée comme nécessaire. Elle force à distinguer patriotisme de façade et patriotisme d'institution. Un État sérieux, dit-il en substance, n'arrive pas à Washington pour découvrir son adversaire invité à la table. Il arrive avec un dossier juridique, une coalition diplomatique, un mandat parlementaire, un paquet d'exigences minimales et un plan B crédible. La vidéo Aloha News convoque un autre éclairage via le témoignage d'artistes et d'activistes comme Damso qui décrivent les obstacles, parfois violents, rencontrés lorsqu'ils tentent de s'attaquer au système des minerais de sang. Qu'on adhère ou non à ces récits, ils renforcent une intuition. Lutter contre la prédation suppose de transformer les incitations. Tant que les commandes de l'économie congolaise restent aux mains d'alliances opaques, entre firmes étrangères et relais locaux, tant que les contrôles sont faibles et les sanctions rares, tant que la justice ne mord pas, l'économie de la prédation restera plus rationnelle que l'économie de la loi. Dans ce contexte, un accord politique destiné à faciliter des investissements sans refonte des garde-fous peut, paradoxalement, stabiliser l'instable. Quid des perspectives? La critique ne vaut que si elle débouche sur une exigence d'action. À l'échelle congolaise, 3 axes se dessinent à la lecture impitoyable de Mbeko. Premièrement, réancrer la diplomatie dans le droit, activer sans délai les mécanismes internationaux pertinents, documenter méthodiquement les exactions et inscrire la justice comme condition non négociable de tout processus. Deuxièmement, renverser le rapport de force économique. Toute intégration régionale doit être conditionnée à des obligations de transformation locale, de contenu congolais, de transparence fiscale, de partage de revenus, de normes sociales et environnementales auditées avec des clauses de suspension automatique en cas d'ingérence prouvée. Troisièmement, assainir la gouvernance. Sans institutions suffisamment propres, la meilleure négociation à l'extérieur se délite en interne. La crédibilité internationale d'un État commence par la crédibilité de ses actes chez lui. À l'échelle régionale, impossible de faire l'économie d'un dialogue de sécurité qui dépasse les formats classiques et s'attaque aux fondamentaux. Circulation des armes, économie des groupes armés, porosité des frontières, responsabilité partagée. Ce dialogue ne peut pas être un tête-à-tête RDC et Rwanda seulement. Il doit inclure l'ensemble de l'arc des crises, avec des garants qui acceptent de passer de la rhétorique à la contrainte. Sanctions ciblées, embargo d'armes effectifs, gel des avoirs des commanditaires, accès conditionné aux marchés internationaux. Sans cette capacité coercitive, les tables rondes resteront des ronds dans l'eau. Reste la politique intérieure congolaise. La lecture de Mbeko est impardonnable pour ses cibles. Il met en cause la compétence, la vision, la probité d'une partie des dirigeants. On peut discuter la généralisation, nuancer,
rappeler la complexité de gouverner un pays continent. Mais il faut aussi entendre la demande de rigueur. Un pays qui a payé un tel prix en vies humaines ne peut pas se satisfaire d'une communication sans politique, d'une paix sans justice, d'une économie sans industrie. À ce titre, l'argument selon lequel l'accord du 27 juin aurait été une manière de gagner du temps ne convainc qu'à une condition: que ce temps soit réellement utilisé pour rebâtir la force, reconstituer les moyens, réorganiser les armées, nettoyer les circuits de corruption, réinstaller l'État dans sa fonction régalienne. Sans quoi, on ne gagne pas du temps, on l'offre à l'adversaire. Il faut enfin dire un mot du leadership politique. L'entretien souligne des déclarations passées du président Tshisekedi, notamment ce passage malheureux où des victimes congolaises furent qualifiées de dommages collatéraux. Même dans la réelle politique, le vocabulaire a un prix. Il signale les hiérarchies de valeurs d'un régime. À l'heure où l'on négocie la paix, ces hiérarchies rejaillissent. Une paix qui ne voit pas les victimes est une paix bancale. Une paix qui tait l'agression est une paix bâillonnée. Une paix qui officialise la prédation en échange d'investissements est une paix vendue. C'est dur, encore une fois, mais c'est la logique que décrit Mbeko. Ceux qui défendent l'accord diront qu'il est injuste, qu'il ne tient pas compte des contraintes réelles, des rapports de force diplomatiques, des priorités sécuritaires. Ils auront raison sur un point: on ne négocie pas dans le vide. Mais ils auront tort s'ils pensent que l'on peut durablement construire en niant la réalité du terrain, en renonçant à la vérité, en expulsant la justice et en demandant aux populations de l'Est d'être patientes une génération de plus pendant que d'autres profitent d'une transition énergétique mondiale aux règles écrites ailleurs. Alors, accord de paix ou illusion? À l'issue de cette plongée dans la vidéo d'Aloha News, l'argumentation de Patrick Mbeko, dans toute sa rudesse, nous pousse à une conclusion prudente mais ferme. Tel qu'il est pensé, encadré et présenté, l'accord du 27 juin ressemble moins à une sortie de guerre qu'à un dispositif de gestion des apparences, calibré pour ouvrir des portes économiques sans fermer les plaies politiques. C'est, pour le président Tshisekedi et ses sympathisants, un message indigeste, ce remède amer dont nous parlions. Mais l'amer, en médecine, n'a pas pour fin de punir le patient. Il vise à traiter le mal. Entendre cette critique, ce n'est pas trahir l'espoir de paix, c'est refuser une paix d'illusion pour exiger une paix d'architecture. Qu'exiger, alors, de manière concrète? D'abord, un addendum à l'accord qui restaure l'équilibre narratif, reconnaissance explicite de l'agression, mécanisme de vérification indépendant sur les liens opérationnels transfrontaliers, calendrier de démantèlement avec étapes vérifiables, sanctions automatiques en cas de manquement. Ensuite, l'inscription des victimes au cœur du processus, fonds de réparation doté, commission vérité-justice avec protection des témoins, engagement judiciaire international clair. Enfin, un pilier économique qui ne soit pas un couloir à sens unique. Obligation de transformation locale, joint-venture majoritairement congolaise, dans le raffinage en territoire congolais, transfert de technologie, corridor logistique codétenu avec gouvernance paritaire, transparence contractuelle et clause anti-contournement. Si un tel rééquilibrage était mis en œuvre, alors l'accord pourrait évoluer d'un texte de circonstance à une charte de reconstruction. Ce sont là des exigences lourdes. Elles supposent une diplomatie musclée, une administration compétente, un front interne moins fracturé. Il serait naïf de prétendre que l'on peut les obtenir par une simple injonction. Mais il serait tout aussi naïf d'imaginer que la paix se dépose comme une rosée, par la seule magie des signatures. La région des Grands Lacs est un théâtre
où l'histoire pèse et où les intérêts s'entrecroisent à haute intensité. Négocier, ici, c'est accepter l'idée austère que chaque virgule compte, que le nombre de fois où l'on cite un groupe armé dans un texte n'est pas une coquetterie, mais un marqueur de vision, que l'omission d'un mot, agression, vaut parfois aveu, que l'économie, sans justice, reconduit les causes profondes de la guerre sous une autre forme. En refermant la vidéo d'Aloha News, nous n'avons pas une recette, mais une boussole. Elle ne nous dit pas où souffle le vent, elle nous dit où est le nord. Le nord, ici, est simple à nommer et difficile à atteindre. Souveraineté réelle sur l'Est, justice effective, économie transformée, diplomatie lisible. Sur ce chemin, l'accord du 27 juin peut être un jalon utile, mais seulement si l'on accepte de le reprendre, de le corriger, de le compléter, de le durcir dans le sens de la vérité et de l'équité. En l'état, il ressemble davantage à une mise en scène qu'à une mise en sûreté. Chers auditeurs d'Africa Flashes, si cette analyse vous a paru sévère, souvenez-vous de l'image qui a traversé notre échange. Le constat de Patrick Mbeko est une potion amère. Elle pique la langue, elle froisse l'ego, elle dérange les croyances. Mais si elle nous aide à chasser la fièvre de l'illusion, alors elle vaut d'être bue. La paix ne se mendie pas, elle s'architecture. Les ressources ne se donnent pas, elles se négocient. La justice ne se promet pas, elle se rend. Et la dignité d'un pays ne s'annonce pas, elle se prouve. Paragraphe après paragraphe, acte après acte, accord après accord, jusqu'à ce que les provinces de l'Est puissent enfin respirer sans craindre que le prochain communiqué remplace, une fois encore, la prochaine vérité.